La guerre, c'est un sujet très grave. C'est un sujet qui demande le regard éclairant et éclairé d'experts, d'hommes et de femmes dont le savoir permet d'y voir plus clair dans une société où tout va trop vite. Général Vincent Desportes, comment et pourquoi en sommes-nous arrivés là? Quelle paix pouvons-nous attendre? Quel monde à venir dessine ce conflit? Bonjour. Bonjour Anne-Laure, merci d'être venu me poser ces questions qui sont fondamentales et merci de chercher à sortir de la passion et de l'émotion qui marquent les commentaires sur ce conflit depuis presque 4 mois. Et je crois que si on veut comprendre ce conflit, il faut absolument prendre de la hauteur, prendre du recul et en étudier les causes, pour répondre à votre première question, en étudier les causes dans le temps long. La première idée, dans un divorce, parce que c'est un divorce brutal en quelque sorte entre la Russie et l'Occident, même s'il se préparait justement, je crois qu'il faut bien comprendre que dans un divorce, il n'y a jamais un seul responsable, même si chacune des parties explique que l'autre a tous les torts. Il est évident qu'il y a des raisons qui naissent des deux côtés, soit qu'on ait engendré une situation, soit qu'on l'ait laissée s'engendrer ou qu'on l'ait accélérée par elle-même. Et donc, je crois, là, le temps est court depuis le début de ce conflit, depuis le 24 février, mais au fond, depuis quand même 2014. Le temps est relativement court et j'espère que les historiens iront voir les raisons profondes, puisqu'on se rappelle ce que disait Churchill, qui ne connaît pas le passé est condamné à le voir se répéter. Eh bien, moi, j'espère qu'il ne se répétera pas. Nous sommes allés dans la guerre de 1940 parce que nous avions totalement raté la fin de la guerre de Première conflit mondial qui avait conduit au traité de Versailles et au sentiment de revanche intense qui avait saisi la nation allemande qui voulait absolument y retourner. Nous avons réussi la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, puisque on a assuré un temps de paix qui a duré jusqu'à 1989. Donc ça a été réussi avec le plan Marshall, et ça a été réussi en particulier parce que l'Occident, les États-Unis et l'Europe ont cherché vivement à réinsérer tant l'Allemagne que le Japon dans leur communauté, à ne pas les considérer comme des parias. Moi, je pense que nous avons raté l'après-guerre froide, puisque la façon dont nous avons traité l'après-guerre froide s'est traduite 30 ans après par une nouvelle guerre en Europe entre Européens, qui est cette guerre en Ukraine. Et donc je crois qu'il est important de comprendre ce qu'on a raté à partir de 1989 et probablement dans la dernière décennie du XXe siècle pour arriver progressivement à cette montée des antagonismes et cette guerre qui aurait probablement pu être évitée si on avait cru qu'elle était possible. Or, on ne l'a pas cru. Alors, en 1989, qu'est-ce qui s'est passé? Fin de la guerre froide. 2 ans après, explosion de l'Union soviétique, et puis les peuples prennent, non pas les peuples russes, mais les républiques prennent leur liberté. Et là, je crois qu'il aurait été fondamental d'arriver à ramener la Russie dans la mouvance occidentale, de manière à la traiter comme on avait traité l'Allemagne et le Japon en 1945, de manière à ne pas les traiter comme des parias, mais au contraire, tisser les liens immédiatement de manière à ce que ne se reproduise pas la catastrophe de 1940. Or, visiblement, ça n'a pas été fait. Il y a eu une période dans laquelle les Américains ont cru à cette nécessité et les Russes aussi ont cru à cette nécessité. On a eu les promesses. On a eu les promesses de Bush père à Yeltsin, disant l'OTAN ne va pas avancer. On a eu une Russie pendant 10 ans
qui s'est gorgé d'Occident, de chants, de musique occidentale, etc., et qui était prêt à aller et à sortir de son enfermement pour aller vers l'Occident. Et puis, ça ne s'est pas passé. Ça ne s'est pas passé. Et au début des années 2000, le président Poutine a demandé à rentrer dans l'OTAN. Il l'a demandé par 2 fois d'ailleurs, et ça, il a été méprisé un peu dans sa demande, ça ne s'est pas fait. Et puis à partir du début des années 2000, le divorce s'est fait. On se rappelle qu'à la fin des années 90, la Russie voulait rejeter globalement le communisme, les Staline, les Lénine, etc. Et puis, on constate à partir du début des années 2000, c'est l'inverse qui se fait. C'est-à-dire qu'on va revenir à ce qu'on va appeler les valeurs éternelles de la Grande Russie, etc. Pourquoi en particulier? Parce que, eh bien, l'Occident, probablement, a été incapable d'aider suffisamment la Russie pour qu'elle puisse sortir de l'économie communiste et rentrer dans l'économie de marché de manière convenable. Comme ça ne s'est pas passé comme ça, on sait bien qu'on a eu un certain nombre d'oligarques qui sont allés tirer parti de ces situations pour bâtir des richesses considérables, et que si certains se sont enrichis, la majorité du peuple russe ne s'est pas enrichie, et au contraire, elle s'est appauvrie. Et donc au bout d'une dizaine d'années, le peuple russe s'est dit, finalement, ce que nous a apporté l'Occident, ce n'est pas la richesse du tout, et on a eu progressivement un rejet qui a été accéléré par le président Poutine, qui, au départ, regardait de manière, assez amicale l'Occident, et puis qui, poussé par son peuple, il est dirigeant d'un peuple, a été dans l'autre sens, et au contraire, est allé chercher à s'appuyer non pas sur le communisme, mais sur ce qui a fait la force de la Russie. Il a réhabilité la religion, il a refait un certain nombre de cérémonies pour faire appel à la Grande Russie, pour quelque part la mettre en exergue par rapport à l'Occident. Il a commencé à aider évidemment un certain nombre de Russes à transformer l'histoire, à la réécrire. Il a réécrit l'histoire de la Grande Guerre patriotique, qui est devenue l'événement majeur. Il a petit à petit empêché toute pensée critique sur ce qu'avaient fait les Russes, les massacres de Staline, les massacres de l'armée soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a transformé l'histoire, et il a en même temps fait des choses qui n'étaient pas supportables par nous, évidemment, la guerre en Tchétchénie, 2008, la guerre en Géorgie, etc. Et on n'a pas cherché à ce moment-là, on n'a pas compris qu'il fallait empêcher la Russie de dériver. Au fond, nous l'avons laissé dériver et revenir à ces vieux démons. Alors, quand je dis ça, que l'on soit clair, moi je n'excuse pas du tout la Russie. Et la Russie a conduit et est en train de conduire une agression particulièrement barbare. Mais une fois qu'on a dit ça, si on ne comprend pas pourquoi cette agression a été lancée, ça se reproduira encore dans 30 ans, d'une autre manière, mais encore dans 30 ans. Donc ça n'excuse en rien. Mais je crois que ce moment de dérive-là doit être compris. Et donc, la Russie s'est enfermée à nouveau sur elle-même. Elle s'est enfermée sur elle-même et elle a vécu à nouveau de manière de plus en plus difficile pour elle le sentiment permanent d'encerclement qu'elle a depuis des siècles, d'encerclement agressif. Un des problèmes de la Russie, c'est que, étant un pays sans frontières très nettement marquées, d'abord, la Russie considère qu'elle n'a pas de frontières. Poutine le disait, il n'y a pas de frontières à la Russie. Alors, d'un côté, ça paraît très dangereux, mais pour Poutine, ça paraît au contraire dangereux pour lui-même, parce qu'il n'y a pas de frontières. On ne s'arrête pas. L'Oural, c'est derrière Moscou. Et donc, on ne s'arrête pas. Et donc, la Russie oscille toujours entre deux sentiments. Le sentiment d'une extrême puissance, nous sommes forts, et donc les autres vont vouloir nous attaquer pour casser notre puissance, et en même temps, les Russes disent, mais en fait on est faible et on est fragile, et donc il faut attaquer pour arriver à se défendre. Donc on a cette espèce, non pas de va-et-vient entre ces deux idées, mais on a au bilan une espèce de psychologie de l'acculé, une psychologie de l'encerclé qui se crée. On ne l'a pas compris.
on ne l'a pas compris. Quand, en 2007, à la conférence de sécurité de Munich, M. Poutine dit nous vivons l'élargissement de l'OTAN comme une agression, personne ne réagit. Et on continue à élargir. Et en jetant désormais un regard différent. On se rappelle que le président Obama disait que la Russie était devenue une puissance provinciale. Et donc, on est dans cette affaire-là. La Russie va vers l'Occident. L'Occident ne l'aide pas suffisamment. Probablement aurions pu faire mieux pour que la Russie passe véritablement à une économie de marché et pas à une économie de requins, parce que c'était ça. Et donc ne se rejette pas non pas dans le communisme, mais dans les valeurs éternelles de la Russie agressée, en pensant que finalement l'Occident ne lui avait apporté rien de bon. Nous aurions dû comprendre que depuis des siècles, la Russie se sent comme un pays agressé. Alors on peut dire, on ne l'a jamais agressé, certes, mais l'important n'est pas de savoir si on l'a agressé. L'important est de savoir si celui qui se sent agressé. Or, il se sent agressé. Et nous avons continué. Quand je dis nous, c'est pour de nombreuses raisons, les États-Unis. On a lu tous le grand échiquier de Brzezinski qui explique que pour que les États-Unis restent la grande puissance, il faut que la Russie n'en soit pas une. Et que donc, il faut en particulier que l'Ukraine soit séparée de la Russie. Et il faut que les États-Unis dominent, peut-être pas le monde, c'est compliqué, mais au moins l'Europe. Et l'outil fondamental de domination de l'Europe, c'est l'OTAN, puisque, suivant un échange de bons procédés, les pays européens confient leur défense aux États-Unis et en échange, ils acceptent leur vassalité, le droit américain, les directives commerciales américaines, etc. Et donc, l'Amérique a cherché à augmenter, à ouvrir l'OTAN, ce qui était facile, puisque les anciens pays du pacte de Varsovie, je pense à la Pologne, je pense aux pays baltes, qui étaient même pas du pacte de Varsovie, qui étaient russes, mais je pense à la Hongrie, je pense à tous ces pays, à la République tchèque, à la Slovaquie, tous ces pays-là, ils voulaient le faire. Donc les Américains ont sauté sur cette aubaine qui leur assurait une domination beaucoup plus importante de l'espace et donc renforcer au fond leur centralité mondiale. Ils ont élargissement de l'OTAN qui a une conséquence, c'est que on peut discuter, est-ce qu'on avait promis ou pas, historiquement on sait qu'on avait promis de ne pas le faire, mais bon, on peut en discuter, beaucoup en discutent, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que M. Poutine s'est senti agressé, et que la loi du monde, c'est que quand il y a action, il y a réaction, et sa réaction, ça a été de bouillonner, de bouillir, etc., jusqu'au moment où la pression était si forte qu'il est allé vers cette guerre. On a eu d'autres phénomènes qui ont fait que M. Poutine s'est senti agressé. Par exemple, l'élargissement du bouclier antimissile en Roumanie et en Pologne. Les États-Unis ont eu beau jeu d'expliquer à M. Poutine que c'était contre les missiles de l'Iran, qui n'existait pas par ailleurs. Mais donc, il était clair que c'est ce bouclier antimissile qui est la suite de la guerre des étoiles de Reagan que les présidents américains ont cherché à établir, en particulier le président Bush, fils, était évidemment destiné à contrer les missiles russes. Ce qui est une source de crainte, puisque en dissuasion nucléaire, à partir du moment où vous êtes totalement protégé, ce qui est le but d'un bouclier antimissile, alors vous pouvez devenir agressif, parce que vous pourrez tirer nucléaire sans risquer vous-même le risque d'être détruit. Donc l'accroissement des boucliers antimissiles, en particulier aux frontières de ce qui avait été la Russie, ne peut être que vécu comme un acte d'agression par la Russie. Mais la Russie étant toute petite, avec une économie faible, finalement, les États-Unis ne vont pas se préoccuper de cette affaire-là. Et de l'autre côté, et on explique qu'on n'agresse personne, etc. Mais de l'autre côté,
on ne comprend pas que les Russes, eux, se sentent agressés. Et qu'en même temps, M. Poutine réécrit l'histoire tranquillement, en montant tous les jours à son peuple, mais en faisant en sorte que son peuple vit sur une vérité parallèle qui n'est plus la vérité du monde. Et donc, la bouilloire chauffe, et personne n'a la sagesse de dire arrêtons maintenant, arrêtons, un jour ça va exploser. Et ça explose, évidemment, ça explose toujours à un moment donné. Donc, les choses sont allées comme ça. Qui est en faute? Les Européens. Les Européens sont en faute. Pourquoi? Parce que nous aurions dû être assez courageux, assez forts, assez intelligents, et ça nous l'étions, pour comprendre que la politique qui était conduite par les États-Unis en Europe était une politique américaine visant des intérêts américains et que pour nous, elle représentait un danger. Et donc, quelque sorte, c'est la faiblesse européenne, l'incapacité de l'Europe à se reprendre en main assez rapidement pour dire ok, maintenant on est sorti de la guerre froide, eh bien on va conduire une politique qui correspond à nos intérêts, qui a finalement laissé les États-Unis poursuivre sa politique d'accroissement de sa centralité et de domination de l'Europe, qui a été ressentie de l'autre côté comme une agression. Le feu a continué à bouillir, chacun prenant l'autre pour un fiefé menteur, etc. Et personne ne se faisant plus confiance. Nous avons, nous-mêmes, Occident, quand je pense à l'Occident, dans ce cas-là, je pense naturellement surtout aux États-Unis, mais les États-Unis ont conduit des guerres qui ressemblent de manière assez proche à la guerre que M. Poutine conduit en Ukraine. Je pense à la guerre en Irak, 100 000 morts. On n'est pas à 100 000 morts encore en Ukraine. 100 000 morts. On va, au nom d'une raison qui n'existe pas, dans un peuple pour rétablir la démocratie. M. Poutine, lui, veut rétablir la russophilie. Mais on est dans des guerres dogmatiques. On va agresser quelqu'un qui ne demande pas à être agressé. On provoque le chaos et on détruit. Donc, c'est des guerres qui sont assez similaires. Et quand M. Poutine dit au Kosovo, vous avez fait la guerre sans mon autorisation, ce qui est vrai, puisque c'est l'OTAN qui a fait la guerre et pas l'ONU, vous avez fait la guerre, vous avez conduit votre affaire, vous avez bombardé mon allié profond qui est la Serbie, vous avez bombardé Belgrade, Poutine le sent comme une agression personnelle. Quand il donne son accord en 2011 pour que l'OTAN aille arrêter les chars de Kadhafi devant Benghazi, il donne son accord, il dit bon, on va s'arrêter là. Et bénéficiant de l'autorisation de l'ONU, les Américains, les Anglais et les Français vont aller beaucoup plus loin. Donc, M. Poutine se sent trahi. Il se sent trahi. Et d'ailleurs, quand en 2015, Mme Merkel lui pose la question, une question simple, Monsieur le Président, quelle a été votre plus grande faute depuis la chute du mur? Il répond de manière simple, de vous avoir fait confiance. Général Vincent Desportes, quelle paix pouvons-nous attendre? C'est une question difficile et on peut se poser aussi la question de savoir pour quand pouvons-nous l'attendre? Et là, la réponse est encore plus difficile. Et il faut partir. On est aujourd'hui le 22 juin. Peut-être que ma réponse serait différente le 22 juillet, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, on est dans une situation de blocage. De blocage, c'est-à-dire qu'on a eu, en gros, un mois de guerre de mouvement, pendant lequel les Russes ont cherché à prendre Kiev, et puis ils n'ont pas réussi. Et puis là, ils se reconcentrent pour, depuis début avril, après la reconcentration, attaquer pas à pas. Et aujourd'hui, on est dans une situation de blocage qui est assez proche de celle que nous avons connue en Europe à partir de fin septembre 1914 et jusqu'au mois de mars 1918. Donc pendant 4 ans. C'est-à-dire que les deux partis qui étaient le parti américain, le parti allemand et le parti franco-britannique étaient dans un rapport de force à peu près égal et nul, ni l'un ni l'autre, n'avait de quoi changer brutalement le rapport de force, réaliser la percée qui allait permettre de terminer cette guerre rapidement. Aujourd'hui,
on en est là. Aujourd'hui, on en est là. C'est que la France, comme en 1917, attendait que les armements sortent de nos usines, que l'Amérique arrive. Et bien là, l'Ukraine attend aussi de se renforcer et est totalement incapable d'aller prendre l'offensive et de repousser les Russes. Les Russes sont dans une situation assez semblable. C'est-à-dire que l'armée russe est quand même assez profondément usée. Elle a perdu des milliers et des milliers de véhicules blindés. Elle a au bas mot 30 000 morts aujourd'hui. Elle a une armée qui est usée parce que cette guerre-là, on ne la fait pas pendant des mois et des mois sans que les soldats soient fatigués. C'est-à-dire que là, on parle beaucoup de désertion aujourd'hui dans l'armée russe. D'une armée qui ne sait pas trop pourquoi elle combat au plus bas niveau. Bon, et donc l'armée russe est sûrement supérieure en matériel, mais elle est inférieure en ressources humaines. C'est pas la nation russe qui se bat, c'est une armée russe. De l'autre côté, on est en dessous en termes d'armement, mais il y a toute une nation qui peut se battre avec une ressource humaine qui peut être mobilisée, qui est beaucoup plus importante. Donc on est dans cette affaire-là. L'armée russe continue à grignoter, mètre après mètre, mais il n'y a pas de changement de rapport de force évident, et cette situation peut durer extrêmement longtemps. Et on se rappelle en 1916 que le président Wilson va proposer à l'Allemagne et à la France, qui sont dans cette position d'échec réciproque, une paix sans vainqueur ni vaincu. Disant là, vous avez 1000 morts tous les jours, il ne se passe rien, vous voulez continuer longtemps? Arrêtez là, on va trouver une solution. Ni la France, ni l'Allemagne n'en ont voulu. Non, on a dit on continue la guerre. Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il faut savoir justifier les morts. Et vous ne pouvez pas, M. Zelensky est incapable de justifier les morts, 30 000 morts qu'il a eu, la destruction de Mariupol, de Kharkiv, de Kherson, si il n'arrive pas à reprendre quelque chose. Donc il a trop perdu et pas assez gagné pour arrêter. Quant à la partie russe, elle n'a pas assez gagné non plus pour que M. Poutine puisse rentrer en Russie en disant ça valait le coup, ça en valait la peine. Oui, on a 30 000 soldats qui sont morts, mais ça valait le coup. Il n'a pas assez gagné. Donc il va continuer. Et M. Zelensky, lui, va continuer. Il est vraisemblable que les Russes arriveront à prendre l'intégralité du Donbass pour l'été. Après, la question va se poser. Est-ce que M. Poutine va considérer que c'est suffisant et que donc, à partir du moment où ça a été gagné, il peut dire à la Russie, regardez, j'ai gagné ça, ça valait le coup de faire cette guerre, ou est-ce qu'il va vouloir continuer? Et là, tout dépend de la situation dans laquelle sera l'armée ukrainienne. S'il sent l'armée ukrainienne faible, si elle est fatiguée de la guerre, selon l'expression américaine, il peut tenter sa chance et aller vers Odessa, qui est tout près. Hein, on franchit le Dniepr du côté de Nikolaïev, et puis on est à Odessa, et puis on ne sait pas. Donc, on ne sait pas. Il va sûrement continuer jusqu'à prendre le Donbass. Ensuite, soit il se met véritablement dans une position défensive et il va demander la paix, il dit ok, maintenant je suis prêt à discuter. Soit il va sentir que l'armée ukrainienne est prête de s'effondrer et il va continuer. Donc ça, là on ne peut pas véritablement savoir. Quel est le problème de l'armée ukrainienne? C'est que elle arrive au bout de ses capacités. Elle a perdu tellement de matériel que personne ne peut les remplacer. Je vais vous donner des chiffres simples. L'armée ukrainienne aujourd'hui tire un obus d'artillerie, parce que c'est une guerre d'artillerie essentiellement, un obus d'artillerie quand les Russes tirent 6 obus. Quand, en un mois de guerre, en moyenne depuis le début, l'Ukraine tire ce que les États-Unis produisent en un an de production d'armement. Les États-Unis n'ont pas de réserve pour donner. Et si on regarde par rapport à l'armée française, là, l'Ukraine dépense en une semaine ce que la France produit en 10 ans de munitions. Aucune puissance au monde n'est capable de donner à l'Ukraine l'armement dont elle aurait besoin pour qu'il y ait un véritablement changement de rapport de force. Donc, on est parti pour longtemps, sauf si on trouve un arbitre. Alors, quel arbitre? Il y a plusieurs parties dans ce conflit. Et pour trouver la paix, il faut se mettre d'accord sur quelque chose.
et qu'on ait un intérêt commun. Or, regardons les grandes parties prenantes. On a la Russie, on vient d'en parler. On a l'Ukraine, on vient d'en parler. Ensuite, on a les jusqu'au-boutistes, qu'on comprend, qui sont les pays qui soit ont appartenu à la Russie, à l'Union soviétique, pardon, en particulier les pays baltes, soit membres du pacte de Varsovie, comme la Tchécoslovaquie, enfin la Tchéquie, la Slovaquie, et la Pologne. Et la Hongrie, mais qui a une position différente. Donc la Pologne veulent aller au bout, ils veulent détruire l'armée russe, ils veulent parce qu'ils ont tellement souffert de ce pays qui par 2 fois, sous Catherine II et puis sous Staline, a fait disparaître la Pologne de la carte, que cette fois-ci ils disent ils vont recommencer. Donc il faut absolument les détruire. Et puis vous avez les Américains. Les Américains, au début, vous vous rappelez, comme les Anglais, ils étaient assez réticents dans cette guerre-là, parce que ça les amenait beaucoup trop loin de leur vrai problème stratégique, qui est le problème de la Chine. Et donc cette guerre les embête. Assez rapidement, néanmoins, ils comprennent qu'ils ont intérêt à cette guerre-là. Pourquoi? Parce que cette guerre-là est une guerre par procuration, qui conduise avec de la chair ukrainienne, avec du sang ukrainien, avec pour partie leurs armes. Mais c'est une guerre qui est intéressante pour eux, parce que c'est un véritable hachoir, un laminoir, dans lequel tous les jours l'armée russe est en train de s'user un peu, avec des dizaines de chars qui sont détruits, etc. Et donc plus cette guerre dure, plus la menace russe qui les empêche de se concentrer sur leur problème, qui est la Chine, leur facilite la tâche, de manière à pouvoir se concentrer totalement sur cette affaire-là. C'est pour ça que les Américains ont autorisé, donnent de l'armement tactique, mais il y a quelques jours, M. Biden a refusé de donner de l'armement qui permettait de frapper loin dans le territoire russe, de manière à ne pas rentrer directement en guerre. Tout le jeu russe, tout le jeu américain, et de faire en sorte que l'armée russe s'use, et l'armée russe s'use, sans qu'eux-mêmes entrent en guerre. Ils ont donné 40 milliards d'armement. C'est rien. 40 milliards d'armement par rapport à un budget annuel de la défense américaine qui est de 800 milliards, on s'aperçoit que ça n'est pas grand-chose. Et plus cette guerre dure, plus l'Amérique construit son propre projet, qui est d'affirmer sa centralité stratégique. Plus cette guerre dure, plus la Finlande, plus la Suède, dit venez nous protéger, on a besoin de vous. Et plus le domaine s'agrandit. En même temps, l'économie américaine, évidemment, est gagnante dans cette affaire-là. Chacun aujourd'hui veut acheter des F-35, veut acheter du matériel américain, militaire. Désormais, nous avons compris que nous ne pouvons pas être dépendants des Russes pour nos produits pétroliers, et donc que nous sommes en train de lancer la construction de grands terminaux pour pouvoir accueillir le gaz liquéfié américain. Et donc nous allons devenir dépendants et faire marcher l'industrie pétrolière, de gaz, etc. américaine. Les céréales, nous ne pouvons plus les acheter à la Russie. Eh bien, les pays vont les acheter aux États-Unis, qui est le grand pays producteur. Donc, l'Amérique a un retour sur investissement qui est extrêmement important dans cette affaire-là. Et l'Amérique n'oublie pas qu'elle est devenue une grande puissance par les guerres mondiales. Par la première, puis par la deuxième, puis par la guerre froide. Et que donc, eh bien, se dit-elle, pourquoi cette guerre-là, qui n'est pas encore mondiale, mais qui est presque déjà mondialisée, eh bien, probablement, elle va encore m'aider à me refaire à un moment donné où, après l'Irak et l'Afghanistan, elle était en train de s'effondrer. Et d'ailleurs, Joe Biden n'a pas le choix, parce que son problème à lui, beaucoup plus que l'Ukraine, c'est ces élections de mi-terme. Et il ne peut pas les gagner s'il ne se montre pas comme un grand héros en train de défendre la liberté et la démocratie. C'est pour ça qu'il a fait organiser le plus grand pont aérien qui ait jamais été organisé depuis la guerre de Kippour en 1973. On voit donc que les États-Unis n'ont pas besoin tout de suite de faire la paix, et qu'au contraire, ça dure, ça ne leur coûte pas très cher, mais ça va tout à fait dans leur propre intérêt stratégique, sans risque, parce que même si M. Poutine, ce qui est possible, utilise à la fin ses armes nucléaires, eh bien jamais l'Amérique n'en sera affectée. Il y a l'Atlantique, et si jamais Poutine décidait d'utiliser l'arme stratégique, là, effectivement, ce serait la fin du monde, c'est un autre sujet. La Grande-Bretagne, pareil, la Grande-Bretagne est en train de retrouver le fond de sa politique séculaire.
depuis des siècles. La Grande-Bretagne cherche quoi? Cherche à faire en sorte qu'il n'y ait aucune puissance dominante en Europe qui puisse lui faire de l'ombre. Ce principe même a expliqué toutes nos guerres monarchiques. Et ça explique pourquoi l'Angleterre est devenue notre ennemi héréditaire, comme on l'a appelé très longtemps. Ça explique toutes nos guerres révolutionnaires. Ça explique toutes nos guerres de l'Empire. Et on se rappelle que, un peu comme les États-Unis aujourd'hui, l'Amérique payait les guerres. La Grande-Bretagne payait les coalitions des Prussiens, des Américains, des Prussiens, des Autrichiens, des Polonais. Et la Russie payait la Russie pour qu'elle fasse la guerre. Et donc, aujourd'hui, la Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne. Et Boris Johnson l'a bien compris. Et que donc son plus grand problème aujourd'hui, c'est d'éviter une Union européenne forte qui lui fasse de l'ombre. Or, il constate que tous les jours, cette guerre renforce un peu l'idée européenne, mais elle divise profondément l'Europe entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Donc cette guerre est favorable aux grands projets stratégiques, de la Grande-Bretagne. À ce point même que le Premier ministre Johnson est en train à entamer des pourparlers, c'est ce que disait du moins le Corriere della Sera, qui est un très grand journal bien renseigné, des pourparlers avec les Pays-Bas, la Pologne et l'Ukraine. Il est retourné en Ukraine il y a 4 jours, je crois, la deuxième fois, pour essayer de construire ce qu'il appelle un nouveau Commonwealth, c'est-à-dire une contre-Europe, ce que nous pourrions appeler, nous, une alliance de revers, de manière à ce que l'Europe ne s'unifie pas parce que c'est son danger, c'est ce qu'il craint. Et donc, Boris Johnson, un pays qui a peu, il risque très peu dans cette guerre-là, il ne se bat pas, il donne de l'armement, c'est le deuxième fournisseur en armement après les États-Unis, et on voit qu'il a des intérêts qui sont les siens. Il utilise l'Ukraine dans cette guerre pour conduire sa propre grande stratégie, et lui non plus n'a pas un intérêt immédiat à ce que cette guerre s'arrête. Au fond, ceux qui souhaitent que la guerre s'arrête de manière raisonnable, c'est la vieille Europe, comme disait M. Rumsfeld en 2001, c'est-à-dire aujourd'hui les grands pays, les 3 grands pays qui ont déjà bougé, en envoyant d'ailleurs leur représentant le plus haut niveau à Kiev il y a quelques jours, c'est-à-dire l'Italie, l'Allemagne et la France. Nous voulons juste la paix, en sachant que quoi qu'il arrive, la Russie restera notre voisin pour l'éternité. Et à un moment donné, il va bien falloir arriver à reconstruire quelque chose aussi abject qu'ait pu être le comportement de l'armée russe ou de M. Poutine. À un moment donné, il faudra vivre ensemble. C'est comme ça. Ça ne pourra pas être autrement. Les Américains l'avaient compris avec l'Allemagne. Ça. Allemagne, pays abject, évidemment, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on l'a ramené dans le droit chemin. Et donc, on a là des pays qui sont, je dirais, raisonnables. La guerre est quelque chose de parfaitement déraisonnable, comme vous l'avez dit, mais il faut la conduire avec raison. Il faut évidemment réinjecter du calcul, il faut réintégrer de la rationalité dans la conduite de la guerre. Et la guerre doit être conduite non pas pour la bataille, mais doit être conduite pour le projet politique qu'on entend voir se concrétiser à la fin de la guerre. Madame Viviane, je crois, Smith, qui est l'ambassadrice américaine auprès de l'ONU, disait il y a quelques jours, nous voulons une défaite stratégique de la Russie. On le comprend bien, puisque c'est tout à fait cohérent avec ce que j'ai expliqué. Mais c'est pas ce que nous voulons, nous. Nous voulons la paix. Nous voulons une victoire stratégique de l'Europe, largement compris. Et donc, la difficulté pour cette affaire de paix, c'est qu'au fond, les objectifs sont différents et qu'on aura du mal à se mettre d'accord. Il y a un pays qui pourrait peut-être conduire à la paix, c'est la Chine. La Chine a aussi intérêt à ce que cette guerre dure. Parce que plus cette guerre dure, plus la Russie s'affaiblit et plus elle va lui tomber dans les mains. Aujourd'hui, la Chine est en train de dicter les prix du gaz et du pétrole, qu'elle devient le seul acheteur petit à petit de la Russie. Et donc, plus le temps passe, plus la Russie s'affaiblit, et plus l'alliance, qui était presque une alliance d'ego entre la Russie et la Chine, va devenir une alliance entre un grand pays fort dont l'économie est 10 fois plus forte que l'autre, qui s'appelle la Russie, et qui sera un pays faible. Néanmoins, la Chine sait aussi que l'économie européenne ne doit pas s'effondrer, parce que les usines chinoises ne tournent que si l'économie européenne fonctionne. Et donc, il ne faut pas que cette guerre dure trop longtemps, il faut que les routes de la soie en recommencent. Donc, on voit bien que la Chine
a intérêt à ce que la guerre dure encore un peu, mais qu'elle, elle est dans la capacité, à un moment donné, de siffler la fin de la partie. Ce qui est clair, c'est que plus cette guerre dure, plus au fond, elle détruit l'Europe, et plus elle casse le projet européen. Nous avons tous, nous Européens, la nécessité absolue de trouver au plus tôt une façon d'être ensemble, d'avoir un objectif commun et de faire prévaloir un intérêt, une politique européenne en face de la politique américaine et de la politique britannique, dont les intérêts sont profondément divergents désormais des intérêts européens. Général Vincent Desportes, quel monde à venir dessine ce conflit? Il faut bien prendre ce conflit comme ce que certains ont appelé à juste titre un événement tectonique et comme la plus grande secousse à l'ordre international qui avait été construit en 1945 à San Francisco avec la création de l'ONU. Ce monde-là a presque disparu, mais il va disparaître complètement. Donc nous allons vers un monde qui est complètement nouveau, dans lequel, évidemment, il y a une interconnexion économique qui va continuer à exister, mais un monde qui sera complètement différent. Nous Européens en particulier, nous pensions que mondialisation, démilitarisation, c'est à peu près la même chose, mais pas du tout. Donc on va aller très vraisemblablement vers un monde de blocs qui seront porteurs de valeurs différentes, d'ailleurs qui ne chercheront pas à étendre leurs valeurs, puisqu'on sait que la force militaire aujourd'hui n'est plus capable l'épée n'est plus capable de porter les valeurs, mais on va vers un monde de blocs, et un monde probablement où le bloc occidental va être rétréci. Regardez le nombre de pays qui ont voté contre la Russie à l'ONU. Il y a beaucoup de pays que nous considérions comme des pays extrêmement proches de nous, les pays africains, le Gabon, le Sénégal, ils se sont abstenus. Et donc, quand cette guerre-là va se terminer, j'espère qu'elle se terminera rapidement, mais nous avons vu que c'était compliqué, eh bien, l'Occident va se retrouver un peu seul dans cette affaire-là. En face de lui, évidemment, il y aura le bloc constitué de la Chine et de la Russie. Que deviendra l'Inde? L'Inde, on ne sait pas, mais on voit bien que l'Inde non plus n'a pas voté contre la Russie. Les pays africains maintenant dépendent tellement leur économie et de la Chine et de la Russie. L'Amérique latine dépend aujourd'hui tellement, a été achetée, acheté, c'était le mot du président brésilien. Ne demandez pas ce que la Chine a acheté au Brésil, mais demandez-vous plutôt ce qu'elle n'a pas acheté, ce qui est un peu différent. Bon, et donc on voit bien que nous, l'Occident va être peu. C'est pour ça que je crois qu'il est important de préserver l'alliance occidentale. L'Occident, en gros, que nous a apporté Rome et Athènes, au fond maintenant c'est incarné en Europe premièrement, et encore pour un certain temps aux États-Unis. Et il est bien évident que quand les valeurs sont attaquées d'un côté, elles sont aussi attaquées de l'autre. Et donc il faut préserver l'alliance, non pas l'alliance occidentale. Ce qui ne veut pas dire que l'OTAN doit rester ce qu'il était. Il faut être capable de se défendre ensemble, mais il faut que chacun de ces deux grands piliers puisse décider librement de ses politiques. Et on a vu que le fait que ça n'ait pas été possible pour l'Europe a finalement été une des raisons pour lesquelles nous sommes en guerre aujourd'hui. Il faut donc, parlant de l'OTAN, qu'on ait bien une capacité de défense commune, avec une capacité de non-participation aux guerres qui serait de l'intérêt et pas de l'autre. On doit donc avoir deux piliers décisionnaires, deux piliers autonomes et décisionnaires. Il faut donc que l'OTAN se transforme comme ça. Parce que ne pensons pas que les États-Unis vont rester en Europe. Ils sont venus, ils étaient 70 000 le 23 février, ils sont à peu près 100 000 maintenant. Ils sont venus. Combien de temps resteront-ils? À mon avis, très peu, parce qu'une fois que la Russie aura rendu les armes, en quelque sorte, elle ne sera plus une menace. Et donc, l'Amérique, de la même manière qu'elle a ramené ses troupes d'Irak et d'Afghanistan, c'est quand même une des raisons de leur retrait, pour se préparer à la guerre possible contre la Chine, va évidemment reprendre ses troupes de l'Europe, donc nous laisser seuls, pour se préparer à cette guerre-là. Et donc,
ne considérons pas que le retour de l'Amérique en Europe est un retour éternel. C'est un retour d'autant plus passager que la destruction de l'armée russe se fait tous les jours. Et donc, il est fondamental de bien le comprendre, que l'avenir est bien un avenir où l'Europe sera relativement seule pour se défendre, et donc elle doit se construire, et elle doit être capable de dire non. Quand M. Blinken, au mois d'avril 2021, passe à Bruxelles, et explique à ses camarades de l'OTAN, les ministres des Affaires étrangères, que la seule mission de l'OTAN maintenant était de se préparer à la guerre contre la Chine, nous devons, nous, Européens, être capables de dire non. Ça, c'est votre affaire, ça n'est pas la nôtre. D'autant que, je pense, que dans cet affrontement qui est arrivé, qui a été arrêté en quelque sorte par cette guerre en Ukraine, l'affrontement bipolaire entre la Chine et les États-Unis, eh bien, il faut quelqu'un qui soit capable non pas d'arbitrer, mais d'apporter un peu de réalisme, d'ancienneté. Et ça, c'est l'Europe. L'Europe est un continent qui s'est fait dans la guerre, nous sommes entre-déchirés pendant des siècles, des siècles et des siècles. Et l'Europe a compris que la guerre n'était pas un outil raisonnable de production des projets politiques. Et je pense que l'Europe, à défaut d'être pacifiste, et c'est bien qu'elle ne le soit pas, l'Europe est un continent pacifique. Et je crois qu'à côté de ces deux grandes puissances belliqueuses, qu'a toujours été les États-Unis et qui est en train de devenir la Chine, on a intérêt à avoir une grande puissance, et l'Europe peut-être la plus grande puissance, puisque nous sommes la première puissance économique au monde, capable d'arbitrer et d'apporter de la paix. Donc, autant, oui, mais avec deux piliers autonomes, Europe autonome et souveraine. Est-ce que l'ONU va survivre? À mon avis, non. À mon avis, non. Le but de l'ONU, c'est d'empêcher ce genre de guerre. Elle a été incapable de le faire. Et à part un petit passage du secrétaire général à Moscou il y a 2 mois maintenant, il ne s'est rien passé. Elle n'a rien su faire. Donc ça va être un peu la SDN morte, mort-née dans les années 30. L'ONU va probablement disparaître. Alors, on ne va pas faire ça, mais on va mettre quelque chose à côté, et petit à petit l'ONU va mourir, et on aura un nouvel organisme de régulation du monde, parce qu'il en faudra bien un, mais en tout cas, aujourd'hui c'est compliqué. Comment peut-on admettre que au Conseil de sécurité, les membres permanents, 5 pays, eh bien, il y a encore la Russie, qui est un État agresseur. On voit bien que le système ne fonctionne plus. Donc il est clair que l'ONU va probablement changer. Donc toutes les grandes organisations vont changer et le monde de demain sera très différent. Ce sera un monde de blocs, porteurs de leurs propres valeurs. Je pense que nous ne chercherons plus à exporter la démocratie et la liberté par les armes, parce qu'on a échoué au Vietnam, on a échoué en Afghanistan, on a échoué en Irak, donc on a compris que ça ne marchait pas. Il sera important que nous défendions nos valeurs là où nous sommes, et que nous soyons suffisamment forts, en nous rappelant que quoi qu'il arrive, le monde est tragique, que le monde est un monde de rapport de force, et que le faible est toujours attaqué par le fort à un moment donné. Donc voilà le monde qui arrive, un monde qui sera, il faudra trouver un nouveau système de régulation. On avait un système de régulation de l'ONU, on n'a plus de système de régulation, en particulier parce que le grand régulateur était les États-Unis. Et on voit bien que c'est à partir du moment où, après les claques prises en Irak et en Afghanistan, l'Amérique a dit, comme le disait Obama, leading from behind, I'm going to lead from behind, je dirige de derrière. Au fond, le shérif a rangé son pistolet dans son holster et tout ça, ça a été mis au vestiaire, et que donc le monde était dérégulé, ce qui a engendré un tas de crises. Évidemment la Géorgie, évidemment l'Arménie contre l'Azerbaïdjan, les guerres au Yémen qui ne sont pas résolues, les guerres au Soudan qui ne sont pas résolues, parce que le monde n'est plus régulé. Et donc je pense qu'il faudra trouver un nouveau système de régulation du monde, sinon le monde va aller de crise en crise. Le problème dans cette affaire-là, c'est qu'on a des crises qui demandent véritablement une entente internationale. La première crise, eh bien, la crise du climat, du réchauffement climatique. On voit bien qu'il faut apporter des réponses internationales avec des compromis internationaux. Et tant que n'aura pas été établi un nouveau grand système de régulation du monde, eh bien, malgré les efforts des Français de Madame Hidalgo à Paris, ça ne résoudra pas le problème de l'écologie et de la fin écologique du monde.